Nous sommes à Poitiers, dans le centre de la France. Cet homme s'appelle Eric, il est enquêteur privé. Sa camionnette n'est pas une camionnette comme les autres, c'est ce qu'on appelle un sous-marin. Derrière ses vitres teintées, il peut surveiller, observer sans être repéré. Eric n'est pas seul, son collègue Michel a pris place un peu plus loin dans une voiture. Les deux hommes vont se mettre en planque. Ah, c'est bon là Michel, là, comme c'est là, impeccable. Tu pouvais frapper avant d'entrer. Là. Non, impeccable, là, t'es bien placé. Ouais. Eric et Michel enquêtent pour le compte d'une compagnie d'assurance. Vous ne le savez peut-être pas, mais les assureurs font de plus en plus souvent appel à des détectives privés pour vérifier la sincérité de vos déclarations. Aujourd'hui, les deux enquêteurs sont sur la piste d'un homme soupçonné d'escroquerie. Et là, d'ici, là, je suis bien là. Ouais, je l'aurai nickel. Victime d'un accident de voiture, il prétend avoir perdu l'usage de son bras droit. Une incapacité à 100% pour laquelle il réclame une pension d'invalidité. Ouais, c'est lui. À première vue, le bras droit fonctionne bien. J'ai plutôt eu l'impression qu'il avait effectivement un bras un peu ballant. Plus tard, il ajuste carrément son col. Il n'est pas handicapé comme il semble vouloir le faire croire, parce qu'il bouge, on le voit remonter son col de veste, etc. Alors que bon, d'après ce qu'il veut faire croire au médecin, il a un bras avec une écharpe et bloqué complètement. Donc là, déjà, ça ne correspond pas à ce qu'il prétend, quoi. Bon. On va voir, à suivre. Le soir, Eric et Michel poursuivent leur surveillance. Ils prennent l'assuré en filature jusqu'au supermarché. Ils espèrent le voir porter un pack d'eau de la main droite. Leurs espoirs sont déçus. L'homme porte ses courses de la main gauche. Mais regardez bien, il ouvre la portière de sa voiture sans la moindre difficulté de la main droite. Les enquêteurs ont besoin de confirmer leurs observations. Ils reprennent la planque le lendemain matin. Là, on est quand même à 10 mètres. Là, on le voit vraiment bien en mouvement, mettre sa ceinture de sécurité. Dans sa voiture, dans la rue, toute la journée, ils vont multiplier les preuves et au fil des allées-venues, le doute s'efface. Apparemment, visiblement, il est en possession de tous ses moyens. Après 2 jours de planque, Eric et Michel se retrouvent à l'hôtel. L'heure est au bilan. Allez, on va visionner tout ça. Tiens, regarde sa main droite. On dirait un chef d'orchestre, on dirait. Non. Regarde, tiens, il joue. Tiens, regarde, Il parle plus avec ses mains qu'avec sa bouche, lui. Ouais. Il lui sert de balancier comme l'autre. Comme un militaire. Regarde, c'est un ancien élève réserve. Je sais pas. Mais... Voilà, c'est là. C'est quand il remonte. Voilà. L'homme, à l'évidence, n'a pas perdu l'usage de son bras droit. On le voit, mais vraiment bien. Là, il est bien. Regarde, tu vas voir. Regarde. Tu vois Regarde jusqu'où il est son bras. Attends. Ça, c'est le bras droit. Ah bah c'est le bras droit, là. Ouais. J'ai plus de doute. Ouais. Bon, on a fait du bon boulot. Je pense qu'on se dirige vraiment quand même vers une fraude. Ces journées de surveillance ont été payantes. Les images recueillies par Eric et Michel sont suffisamment parlantes pour que l'assureur n'ait rien à débourser. Chaque année, les compagnies d'assurance économisent 100 millions d'euros en déjouant des tentatives d'escroquerie. Mais elles sont de plus en plus nombreuses et les escrocs sont parfois des personnes au-dessus de tout soupçon. Ce neurochirurgien réputé, dont nous tairons le nom, a eu plusieurs fois les honneurs des journaux télévisés dans une affaire récente. Mais ce que tout le monde ignore, c'est qu'il a été condamné à 3 ans de prison avec sursis et 120 000 euros d'amende et de dommages et intérêts pour escroquerie à l'assurance. Nous allons vous expliquer comment il en est arrivé là. L'histoire commence sur les pistes de Val d'Isère. Ce chirurgien de renom passionné de ski fait une chute, un accident bien réel. Le sauveteur qui a secouru le chirurgien se souvient parfaitement des circonstances de l'accident. C'est passé ici. Je l'ai retrouvé à peu près ici. Et les 3 personnes qui étaient avec lui m'ont dit qu'il avait sauté la barre là. Tout ça? Ouais, mais bon, avec la neige l'hiver, c'est quand même beaucoup moins haut. Hein. C'est beaucoup moins impressionnant. Le médecin a donc fait une chute de 4 mètres. Il n'a pas pris la piste, il est passé sous les câbles qu'il y a là. Et puis il a sauté la petite barre qui est juste là.
Là, c'est du hors-piste, c'est balisé, c'est signalé. Hein. Et puis on voyait juste les traces de ski comme ça qui se découpaient dans la neige. Il se plaignait surtout du dos. J'ai appelé le matelas coquille avec du monde et puis on l'a coquillé et descendu chez le médecin. À sa demande, le blessé est évacué vers l'hôpital Tenon à Paris où il sera opéré du dos. Malgré quelques séquelles, il pourra reprendre son travail au bout de 15 jours. Le neurochirurgien est seul responsable de cet accident. Son assurance donc ne lui versera rien. Il décide alors de monter un stratagème. Il va faire croire qu'il a été bousculé par un autre skieur. En fait, il s'agit d'un ami complice. L'avocat de la compagnie d'assurance du complice se souvient parfaitement de cette affaire, car le neurochirurgien réclame une indemnité colossale, 9 millions de francs. Et pour y prétendre, il n'a pas hésité à faire croire qu'il est paralysé des 2 jambes. Bien évidemment, comme dans tout litige de ce type, un médecin expert de la compagnie va examiner ce médecin et va être amené à considérer dans un premier temps qu'il est effectivement invalide à vie. Il présentait tous les symptômes d'une paraplégie, pour dire les choses plus simplement. Il faut dire que le neurochirurgien se présente au contrôle dans un fauteuil roulant et qu'il joue parfaitement les paraplégiques. Mais l'homme commet une erreur, il est pressé, trop pressé de toucher ses millions. Il téléphone quasiment tous les jours à la compagnie pour essayer d'avoir un accord le plus rapidement possible. Et il baisse les... Au fur et à mesure, il baisse ses prétentions. Il va les diminuer d'à peu près 50%. Un comportement qui va éveiller les soupçons. L'assurance mandate Jean-François Tabonne. Il est détective privé, c'est lui qui va enquêter en Savoie. Moi, quand j'ai lu le rapport de mon collègue de la région parisienne, j'en ai eu presque les larmes aux yeux parce que, si vous voulez, quand on voit dans quelle situation était ce médecin, surtout qu'il était assez jeune, il avait sa carrière de brisée. Quand j'ai lu ce rapport, moi, franchement, ça m'avait touché. Là, pour moi, c'était une promenade de santé. J'allais aller faire une journée de villégiature à Val d'Isère, point final. Je ne m'attendais vraiment pas à cela. À une escroquerie. À une escroquerie, pas du tout, pas du tout. Non, c'était trop gros. En plus, le milieu, si vous voulez, insoupçonnable. À Val d'Isère, l'enquêteur vérifie les circonstances de l'accident de ski. Au service des pistes, il examine d'abord le rapport du sauveteur. Tous les secours sont marqués sur la main courante. Là. J'avais fait un rapport le lendemain pour pouvoir me souvenir au cas où. Et en lisant ce rapport, le détective va s'apercevoir que le neurochirurgien s'est blessé seul. Personne ne l'a jamais fait tomber. Donc j'appelle la personne qui gérait le dossier et puis je lui dis, dites donc, sur ce dossier, sans lui donner les éléments d'abord, hein, je dis, qu'est-ce que vous avez fait? Elle me dit, écoutez, c'est un dossier qui va nous coûter très cher à la compagnie. Nous avons provisionné 9 millions de francs pour pouvoir le payer. Eh bien, moi, à l'autre bout du fil, comme je suis un petit farceur, j'ai tout de suite dit, j'ai dit, écoutez, cette somme d'argent, vous allez la mettre dans une tirelire, il n'est pas question de l'utiliser. On est en présence d'une tentative d'escroquerie, il n'y a personne en face. Votre assuré, c'est un menteur. La tentative a été déjouée. Nous n'avons pas payé. Ce médecin n'a pas obtenu son argent. Donc, dans un premier temps, pour nous, le dossier est supposé se clore à cet instant-là. Et il ne va rebondir, au fond, que d'une façon très étonnante. Car le neurochirurgien ne se décourage pas. Il a perdu, il va rejouer. Quelques mois plus tard, il monte une nouvelle escroquerie, cette fois dans les rues de Paris. Il va mettre en scène un accident de la circulation. Jean-Marie Bonhomme est directeur d'Alpha, l'association de lutte contre la fraude aux assurances. Il a décortiqué toute l'affaire. C'est ici que débute la deuxième escroquerie. La victime, c'est-à-dire l'assuré, a soudoyé un complice qui est au volant d'un véhicule, qui est ici. L'assuré, lui, se trouve sur le trottoir où je me trouve à l'heure actuelle. Et il va donc, selon ses dires, traverser la chaussée. Au moment où son complice recule avec son véhicule, et donc un choc intervient, sans gravité apparente, mais le blessé, c'est-à-dire l'assuré, reste immobile sur la chaussée, se plaignant d'être paralysé. Tout ça est évidemment complètement faux. C'est un scénario monté de toutes pièces. Et pourtant, ce scénario, tout le monde va y croire, à commencer par le policier appelé sur les lieux de l'accident. Il rédige un procès-verbal en bonne et due forme, les circonstances du choc qui sont décrites en détail. Les pompiers sont arrivés entre-temps, le blessé est mis en position de sécurité, c'est-à-dire dans une coquille, puisqu'il se plaint d'une paralysie, et il est emmené en direction de l'hôpital Saint-Joseph.
Arrivé devant l'hôpital Saint-Joseph, le blessé fait état de sa profession de chirurgien et demande à être transporté à l'hôpital Thonon, qui est très éloigné puisqu'il est pratiquement de l'autre côté de Paris. Si le neurochirurgien choisit cet hôpital, ce n'est pas un hasard. Souvenez-vous, c'est là qu'il avait été opéré du dos après son accident de ski. Aux urgences, on lui remet le document qu'il attendait, un bulletin d'entrée. C'est la preuve qu'il a été admis à l'hôpital ce jour-là. Ensuite, il n'a plus qu'à reprendre le dossier médical de son accident de ski en falsifiant les dates pour faire croire une nouvelle fois qu'il est paraplégique. Le scénario de la deuxième escroquerie est cette fois-ci parfaitement bouclé. Et ça marche. Cette fois, l'assureur tombe dans le panneau et prévoit de verser une indemnité énorme au neurochirurgien, plus de 5 millions d'euros, 36 millions de francs. Il peut obtenir autant d'argent parce qu'il est jeune, qu'il gagne très bien sa vie. Il avait déclaré des revenus de 1 600 000 francs par an, 20 000 euros par mois, net. Pour la deuxième fois, il va louer un fauteuil roulant et passer sans encombre les examens médicaux. Il a pu berner d'une manière incroyable les médecins. On pense même qu'il faisait quelques petites recettes miracles et de sorciers pour arriver à simuler une paraplégie complète. C'est-à-dire que quand les médecins le piquaient pour voir s'il avait des réflexes, il n'avait absolument aucun réflexe, aucune sensibilité qui était relevée par les médecins, alors que cela s'est avéré être faux. Le neurochirurgien sait probablement anesthésier les membres inférieurs, mais aucun expert n'a réussi à le prouver. La seule certitude, c'est que cette fois encore, il est trop pressé. L'assurance lui verse 300 000 francs en guise d'acompte, mais il veut beaucoup plus, car notre homme a un projet immobilier, une villa de rêve qu'il veut s'acheter en Bretagne. Pour obtenir un prêt, il affirme à sa banque que l'assurance va bientôt lui verser une grosse indemnité. Il rédige un faux document avec un faux tampon d'assurance. La compagnie s'engage à verser la somme minimale de 5 millions de francs français sur votre compte bancaire. Un faux de trop car la banque a un doute et demande confirmation auprès de l'assureur. Pourriez-vous me faxer la preuve que votre signature peut engager votre société ? En recevant ce fax, l'assureur se rend compte qu'il est peut-être victime d'une escroquerie et décide de mettre un détective sur l'affaire. Sa mission ? Vérifier si le chirurgien paraplégique travaille toujours. La réponse est positive, oui, ce médecin consulte. Le jour venu, dans une rue proche d'où nous nous trouvons, le médecin apparaît à l'enquêteur, debout, sans canne, sans béquille et a fortiori sans fauteuil roulant. Apparemment, il est libre de tous ses mouvements. En aucun cas, nous n'avons affaire à un paraplégique. Mais il faut en apporter la preuve. Et la preuve devant un tribunal, c'est par exemple une photo. Or, malheureusement, une clinique est un lieu privé et on n'a pas le droit. Il est interdit de photographier dans un lieu privé. L'enquêteur cherche donc à surprendre le neurochirurgien près de son domicile. Il s'installe en planque et au bout de quelques heures, le paraplégique fait son apparition. À sa grande surprise, il voit l'assuré enfourcher un vélo, descendre la rue et ensuite passer devant lui. Il prend immédiatement la photo. La preuve est enfin réalisée de l'imposture de cet assuré. Voici le cliché qui a été pris par l'enquêteur et on souhaite à tous les paraplégiques de pouvoir se déplacer un jour en vélo. Deuxième tentative, deuxième échec. Le neurochirurgien est démasqué, les 36 millions de francs lui passent sous le nez et il se voit contraint de rembourser les 300 000 francs déjà reçus. Une escroquerie qui lui vaudra 6 semaines de détention provisoire à la prison de Fleury-Mérogis. En juin 2002, il sera condamné en correctionnel à 3 ans de prison avec sursis et 120 000 euros d'amende. Il faut quand même savoir que, encore à la barre, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais en tout cas à la barre devant le tribunal correctionnel, il faisait valoir l'extrême gravité de ses séquelles physiques, et notamment le fait qu'il avait énormément de mal à se déplacer. Si vous voulez, ce qui le caractérise aussi, c'est un excès de confiance. Et cet excès de confiance est révélé par le fait qu'il a fait valoir son incapacité physique et ses séquelles physiques en restant quasiment 1h30 debout sans s'asseoir. Je lui ai donc fait remarquer, la première question que je lui ai posée, je lui ai donc fait remarquer que j'étais heureux de constater que ces séquelles physiques qui étaient peut-être graves, mais lui permettaient quand même de rester 1h30 debout sans s'asseoir. Et alors ? C'est un homme qui joue un jeu. Comment il a réagi ? Il s'est assis. Les experts psychiatriques qui l'ont examiné
ont indiqué qu'il avait besoin d'arriver à maturité, c'est-à-dire de passer du stade de petit enfant gâté qui a envie du gâteau derrière la vitrine, à celui d'adulte qui comprend les limites de la vie en société, et que lorsque l'on veut quelque chose, on ne peut pas se servir sans que ce soit autorisé et sans que ce soit bien évidemment légal et pas contraire à toutes les lois. Et les ennuis du neurochirurgien ne s'arrêtent pas là. En octobre 2003, il comparaît devant ses pairs. Le Conseil régional de l'Ordre des médecins relève contre lui des faits contraires à l'honneur de la profession, à la probité et d'une extrême gravité. une accusation grave. Pourtant, la condamnation ne sera pas trop sévère. 36 mois de suspension, dont 35 avec sursis. Il suffit au neurochirurgien de prendre un mois de vacances pour purger sa peine. Curieusement, il fait appel. Et mal lui en prend car sa peine est alourdie, 6 mois de suspension ferme. L'affaire est aujourd'hui devant le Conseil d'État. Des seins plus beaux, des seins plus gros. De plus en plus de femmes se font poser des prothèses mammaires. La chirurgie esthétique, c'est cher et ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Du moins en théorie, car en pratique, nous allons voir que les choses sont bien différentes. Nous sommes à Marseille, dans les locaux de la sécurité sociale. Dans cet ordinateur, tous les remboursements effectués par la Sécu depuis 2 ans dans la région. Seules 6 personnes, dont le docteur Mazu, sont autorisées à y accéder. Au début de l'année, il fait une découverte surprenante. Le nombre de prothèses mammaires remboursées par la Sécu a explosé. Pour 8 mois, on a retrouvé 188 prothèses mammaires prescrites par des médecins des Bouches-du-Rhône à des femmes de moins de 40 ans qui n'avaient pas d'exonération du ticket modérateur, c'est-à-dire qui n'avaient pas de 100%, et donc a priori qui n'avaient pas de cancer du sein. Le médecin peut même examiner dans le détail les sommes versées par la Sécu pour chacune de ces prothèses. On a l'exemple là d'une assurée, et j'ai donc détaillé ses actes et prescriptions en préopératoire, la pharmacie en post-opératoire 90 €, la biologie 65 €, et surtout le séjour en établissement avec la prothèse, les actes, l'anesthésie, les frais de salle d'opération. Là, on a pour 1 543 €, enfin au total pour 1 815 €, soit 11 900 francs. 1 815 € multipliés par des dizaines de patientes. Le préjudice est énorme pour l'assurance maladie. Réunion de crise des responsables de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, qui décident de lancer une enquête. Si jamais, malheureusement, il s'agit de 188 opérations esthétiques, ça veut dire que nous avons payé... 360 000 €. Ça fait à peu près 2 millions de francs, ça. Oui, 360 000 €. Oui, ben c'est ça, en 8 mois. Donc, on a pensé que ça pouvait être quand même un thème intéressant de contrôle. Que je juge prioritaire. Dans leur ligne de mire, les 24 chirurgiens suspectés d'avoir abusé l'assurance maladie. On ne peut pas les contrôler tous les 24 dans l'année, ça c'est sûr, on n'aura absolument pas le temps, ni les moyens, puisqu'il faut au minimum 6 mois pour faire une analyse d'activité, pour un médecin, enfin bon, donc c'est compliqué. Moi je propose qu'on en fasse 11, d'autant plus qu'Alain a déjà regardé, les 11 premiers font quand même la très grande majorité, puis combien tu as dit, 134 sur 188. 134 sur 188 sont réalisés par 11 chirurgiens. Si la sécurité sociale a remboursé autant de seins siliconés sans réagir, c'est qu'en réalité, elle ne sait pas ce qu'elle rembourse. Sur la facturation électronique, il n'y a pas indiqué en clair que nous sommes en présence d'implants mammaires. Ici, j'ai les actes opératoires. Mais là encore, je ne sais pas qu'il s'agit d'une opération sur les seins. Je ne peux pas le savoir. Et pour cause. Pour la Sécu, la pose d'un implant mammaire, c'est un code, KC60. Un code un peu obscur qui correspond aussi à d'autres actes chirurgicaux. Traitement opératoire d'une lésion articulaire du genou, réparation d'un tendon d'un doigt, amputation de la verge, cure d'ectopie testiculaire, ablation d'un cancer du vagin. Tous ces actes-là vont être facturés exactement de la même façon et ce sera la même cotation qui apparaîtra sur la facture KCC 60. Mais c'était voulu au départ. Il y avait un objectif de préservation du secret médical. Le système de santé, il est quand même basé sur la confiance envers les médecins. Il n'est pas basé du tout sur la suspicion. La plupart, la grande majorité des médecins, ce sont des gens qui sont compétents, qui ont une éthique médicale, qui respectent le code de déontologie. Et puis il y en a qui dérapent et ceux-là, il faut les trouver, il faut les cibler et il faut les neutraliser. Ceux-là, il le faut. Ces seins ont été payés par la sécurité sociale et posés par les chirurgiens soupçonnés. Les femmes à qui ils appartiennent sont donc convoquées par le docteur Odile Forestier, médecin conseil à la Sécu.
Elle va vérifier si l'assurance maladie a été abusée ou pas. En France, la Sécu rembourse les prothèses mammaires uniquement dans 2 cas. En cas de cancer du sein ou d'agénésie mammaire, c'est-à-dire d'absence totale de glande mammaire, comme on le voit à droite sur cette photo. Cette femme était-elle atteinte d'agénésie mammaire? C'est ce qu'Odile Forestier va essayer de savoir. Vous pouvez venir? Enfin. Allez-y, rentrez. Vous avez été opérée de quoi exactement? De prothèse mammaire. D'accord. Elle les a remontées comme ils descendaient. Mais vous lui avez demandé quoi au chirurgien? Elle a compris, elle a vu la poitrine qui était toute abîmée, puis moi ça me dérangeait. Mais vous êtes allé la voir pourquoi? Pour me faire poser des prothèses, carrément. D'accord, pour des prothèses. Pourquoi pour des prothèses? Parce que vous trouviez que vous aviez les seins trop petits? Non, c'est pas question qu'ils étaient petits. Parce qu'ils tombaient? Il n'y a pas que tombés, ils étaient tous déchirés, ridés, desséchés. Tout ça, c'était desséché. Vous vouliez un petit lifting, quoi? Un petit lifting des seins? Non? Oui, je voulais les arranger. D'accord. Sur le plan esthétique, quoi. Exactement. Vous vouliez qu'ils soient plus beaux esthétiquement. Oui, c'était un choix personnel, quoi. C'était voilà. pas, ça n'avait pas de rapport avec une maladie ou... Non, aucune maladie, non. D'accord. Vos seins, ils n'ont pas diminué de volume depuis les grossesses, non? Oui, ils sont desséchés, je vous dis. D'accord, desséchés. Comme les Vous pouvez enlever le t-shirt et le comme les soutien-gorge? Africains à la télé, pareil. Et là maintenant, vous avez quoi comme taille? 90. 90 combien? C'est... Une taille avantageuse, mais cette assurée ne souffrait ni de cancer ni d'agénésie. Elle a bénéficié d'une opération de chirurgie esthétique. Après cet entretien médical, elle est interrogée par Annie Boigard. Elle n'est pas médecin, mais inspecteur assermenté de la caisse primaire. Les informations qu'elle recueille seront transmises à la justice. Elle cherche d'abord à savoir ce que son médecin a dit à cette patiente. Qu'est-ce qu'elle vous a dit par rapport à un remboursement éventuel? Elle m'a déjà donné le prix. J'ai dit, oh, c'est cher. Mais elle m'a dit, on va faire une attente préalable. Et on va voir si la Sécu... Alors, il vous a informé du montant des honoraires et du fait qu'il allait faire une demande d'entente préalable. L'entente préalable, c'est le document grâce auquel la Sécu a pris en charge pour cet assuré les consultations, la pharmacie, la biologie, l'anesthésie, l'opération et même un arrêt de travail. Donc, on vous a réglé des indemnités journalières. Hein? Combien de temps? 1 mois et demi. 1 mois et demi de convalescence aux frais de la Sécu. Et malgré sa prise en charge, cette femme a quand même dû sortir de sa poche un supplément de 2 000 €. J'ai réglé par chèque les suppléments suivants, 2 000 € pour le chirurgien, 230 € pour l'anesthésiste. Il n'y a eu aucune exigence particulière de ma part, de lieu et de date. C'est bien ça? Alors, vous allez mettre sur chaque feuille lieu. Autrement dit, le chirurgien s'est fait payer 2 fois. Une fois par la Sécu et une autre par sa cliente. Les déclarations qu'elle signe peuvent être lourdes de conséquences pour le chirurgien. Dans la pièce voisine, Odile contrôle une deuxième patiente. Vous aviez une taille de soutien-gorge de combien? 95C. D'accord. J'ai perdu beaucoup de poids, donc après l'essai, c'était affreux. C'est-à-dire qu'il tombait Tombé et de la peau, beaucoup de peau. Donc, vous êtes allé voir un chirurgien. Un chirurgien plastique. D'accord. Pour me refaire un 95C. Odile examine la mammographie de cette femme. À l'évidence, elle ne souffre pas d'une absence de glande mammaire. Pas de maladie non plus. Là encore, il s'agit uniquement de chirurgie esthétique. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que l'assurance maladie a payé quelque chose pour cette intervention qui, en fait, vous êtes d'accord que c'est exclusivement d'ordre esthétique, c'est-à-dire que c'est un choix. Je suis tout à fait d'accord. Donc c'est un choix personnel. Et l'assurance maladie, c'est vrai qu'elle n'a pas à prendre en charge ce genre de choses. Non, c'est vrai qu'il y aurait moins de chirurgie esthétique. Oui. Si on avait tout à payer, c'est-à-dire forfait hospitalisation. Vous-même, vous ne vous seriez pas fait opérer? Moi-même, je ne l'aurais pas fait. Non, parce que ça coûte, après ça monte à des sommes exorbitantes, de toute façon. Après son entretien avec l'inspectrice, cette femme commence à réaliser que la sécurité sociale va peut-être lui demander des comptes. Maintenant, vous me faites peur, parce que après tout, je me dis, attendez, je ne suis pas la seule, il y en a des milliers comme moi déjà, qui
qui profitent de ces actes. Mais c'est vrai que pour éviter, comme ce trou qu'il y a actuellement, ça serait bien que la chirurgie esthétique ne soit plus en charge. Enfin, vous êtes contente? J'en ai profité au bon moment, voilà, c'est tout. De toute façon. Et si vous devez rembourser? Ah ben, je pourrais pas, alors c'est clair, ou ils me mettent en prison, ou voilà. Je pourrais pas rembourser de toute façon, j'ai pas les moyens. Madame, Et le défilé des assurés continue. Cette fois, c'est une jeune mère de famille qui a allaité 2 enfants. Elle n'a pas supporté que ses seins, qu'elle trouve trop petits, perdent encore du volume après ses grossesses. Moi, c'est mon état psychologique qui m'avait amené à faire ce choix. Je comprends. Je vais vous donner un exemple. Vous avez, avec l'âge, vous avez des cheveux blancs, vous allez chez le coiffeur, vous faites faire une teinture, vous n'allez pas demander le remboursement par l'assurance maladie. C'est la même chose, là. C'est sûr. Vous pensez qu'il y a eu un but, là, dans mon cas? Oui, je pense qu'effectivement, c'est vous qui auriez dû payer parce que c'est de la chirurgie esthétique. Ben ouais, mais c'est vrai que ça c'est de la chirurgie esthétique à la base, mais pour moi, c'était plutôt de la chirurgie psychologique. Hein, je vous le dis. En sortant, cette jeune femme va accuser clairement son chirurgien. On m'a tendu la perche en me disant peut-être dans votre cas, ça sera pris en charge. Vous auriez craché dans la soupe, non? Moi, non. Je suis désolée. Et qu'est-ce qui se passe si elle vous demande de rembourser? J'entends un procès, ça c'est clair. Et je me laisserai pas faire. Je trouve que faire de la répression après coup comme ça, excusez-moi du mot, c'est dégueulasse. En tout cas, c'est légal. La Sécurité sociale dispose d'un délai de 2 ans pour demander aux patients de rembourser des soins payés à tort. Ce jour-là, le docteur Forestier a reçu 10 patientes. Elle estime que pour 9 d'entre elles, la Sécu a payé des opérations purement esthétiques. Quelques semaines plus tard, c'est au tour des chirurgiens de venir s'expliquer. Odile va les recevoir avec Geneviève, sa médecin-chef. Les médecins refusent que nous les filmions. Le premier chirurgien se présente. Son audition va durer près de 4 heures. Pour les médecins de la Caisse d'assurance maladie, la fraude est avérée. Il y a effectivement un préjudice financier pour la sécurité sociale, pour l'assurance maladie. Je pense qu'on peut tabler à peu près sur à peu près 70 000 €. C'est pas la totalité du déficit de la Sécu, c'est sûr. Ça y contribue, c'est sûr. Et d'autant plus que ce médecin n'est pas le seul et que c'est pas, il y en a d'autres qui font la même chose. Et petit à petit, les gouttes d'eau font les grandes rivières. Très vite, ces enquêtes de la Sécu ne sont plus un secret dans le milieu médical marseillais. Nous avons voulu vérifier si ces contrôles sont vraiment dissuasifs. Nous nous rendons en caméra cachée chez un chirurgien de la ville pour lui demander une poitrine généreuse aux frais de la Sécu. Et le prix? Actuellement, il faut compter tout compris, puisque c'est une intervention qui n'est pas prise en charge, bien évidemment. Ah bon, c'est pas pris en charge? C'est rien de pris en charge. Avant, effectivement, on faisait une demande de prise en charge et les prothèses mammaires étaient prises en charge, on va dire, dans 90% des cas. Actuellement, toutes les prises en charge pour les mises en place de prothèses sont systématiquement refusées et même on n'a pas le droit de les faire. Vous êtes sûr que ça vaut pas le coup d'essayer? Ça, c'est même pas la peine d'essayer. Parce que si on essaie, on va être embêtés tous les deux, et moi en premier. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Mais c'est Je vous le dis parce que je suis en plein contrôle Sécu, moi. Ah bon? Ouais. Alors, puis je suis en vrai contrôle Sécu, c'est-à-dire qu'il me persécute, c'est pas du contrôle. Pour moi, ça serait plus simple si on continuait comme avant, hein. À tous les niveaux d'ailleurs, mais bon. Ce chirurgien refuse donc de demander le remboursement auprès de la Sécu. Nous tentons notre chance quelques rues plus loin, chez un de ses confrères. Et il y a combien pris en charge par la Sécu? Il y avait une possibilité de faire prendre en charge une partie au moins la vie. Parce que moi je croyais que quand on avait allaité... Surtout pas actuellement. Pourquoi actuellement? Parce qu'il y a des contrôles énormes au niveau de la Sécu, il n'y a plus rien qui passe. Là, vous avez des seins qui sont normaux. Si vous avez le contrôle, c'est sûr. Et ça vaut pas le coup d'essayer? Si vous voulez, voilà. Nous obtenons donc une demande d'entente préalable. Jusqu'ici, ce document suffisait pour être automatiquement pris en charge. Ce n'est plus le cas, car la Sécu a aussi décidé d'examiner de très près ces fameux documents. La caisse primaire reçoit chaque jour 5000 demandes d'entente préalable dans les Bouches-du-Rhône. Il faut trouver celle qui concerne les prothèses mammaires.
Un vrai travail de fourmi. Toutes les personnes qui ont demandé un acte de chirurgie présumé esthétique, enfin, puisque ce n'est pas écrit sur l'entente préalable, mais qui est susceptible de l'être, vont être convoquées pour qu'on voit de quoi il s'agit. Et à ce moment-là, le médecin conseil donnera son avis au regard des textes. Et justement, cette jeune femme a demandé à la Sécu la prise en charge de ses prothèses mammaires. L'opération doit avoir lieu dans une semaine. Christine Bossan, médecin de la Sécurité sociale, va vérifier si elle fait partie des cas remboursés par l'assurance maladie. Voilà, je suis le docteur Bossan et donc je vous ai convoqué par rapport à l'entente préalable qu'a établie votre médecin pour l'intervention qui est prévue, je crois, bientôt. Hein. Pour le 15. C'est le 15, donc c'est bientôt. Vous êtes allé voir le médecin pour quelle raison? Pour faire ma poitrine. Oui, pourquoi? Parce que ça ne vous plaît pas? Qu'est-ce qu'elle a, votre poitrine? Elle est trop petite. Vous la trouvez trop petite? Trop petite, et puis donc c'est un petit peu esquinté par rapport à la grossesse. Ça vous complexe beaucoup? Énormément. On va passer à côté. Je vais vous examiner maintenant. Alors je vais juste vous mesurer. Ça fait 80. Et avant, vous en aviez plus? Un peu plus quand même, 85B. 85B? Ça n'a pas dû être évident, non? Après avoir examiné une mammographie de la jeune femme, le docteur Bossan a tous les éléments en main pour rendre son verdict. En fait, vous n'avez pas une agénésie mammaire comme le souligne le médecin sur l'entente préalable, mais vous avez une hypotrophie mammaire sévère, c'est-à-dire que votre glande est petite. Agénésie mammaire, c'est absence totale de glande mammaire. Une hypotrophie, c'est un développement plus petit. Voilà. Donc malheureusement, je vais être obligée de vous refuser l'entente préalable et donc tous les frais seront à votre charge. Est-ce que ça, il vous l'avait dit? Non? Non, pas trop. Il vous a donné un prix? Il vous a donné un prix? Vous n'avez pas parlé de prix? Ah bon? Parce qu'il m'a dit qu'il travaillait avec la sécurité sociale. Il travaille à la sécurité sociale, mais il sait que cet acte, c'est de la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Je suis déçue parce que j'ai l'opération qui doit se faire le 15. J'ai des copines qui avaient plus de seins que moi et qui l'ont fait, que ça a été accepté par la sécu. C'est n'importe quoi parce qu'il l'accepte pour certaines personnes et pour d'autres non. Pour mon cas, par rapport à une personne qui a 20 ans et qui n'a jamais de problème, qui n'a jamais de grossesse et qui a des seins fermes sans vergiture, sans aucun souci, ça a été remboursé. Je suis tombée dans la mauvaise période. Et comme elle doit payer de sa poche, la jeune femme préfère renoncer à l'opération. Non, parce que financièrement, 25 000 francs, on ne les a pas comme ça, quoi. Alors je vais attendre l'année prochaine, je vais essayer d'économiser. Ce jour-là, d'autres jeunes femmes étaient convoquées. Voilà, je vais chercher mon autre patiente. Eh bien, il n'y a personne. Apparemment, les contrôles sont dissuasifs. Des sanctions pénales et professionnelles pourraient bientôt s'abattre sur les chirurgiens marseillais incriminés dans ce dossier. Ils auraient dépensé illégalement l'argent de la Sécu, 360 000 € pour les 8 derniers mois. On peut aussi parier que, comme à Marseille, dans d'autres régions de France, la Sécu se penchera bientôt sur certains décolletés. Nous sommes à Toulouse. Ici, dans la ville rose, on vient de découvrir ce qui pourrait être un énorme scandale, une incroyable escroquerie. Une arnaque d'autant plus révoltante qu'elle concerne des pensionnaires de maisons de retraite, sans défense. Pendant 20 ans, la Sécu a remboursé des soins de kinésithérapie dont ils n'auraient jamais bénéficié. Une escroquerie estimée à 650 000 € sur les 3 dernières années. C'est la caisse primaire d'assurance maladie de Toulouse qui a tout découvert. Janine Pellata est inspecteur à la sécurité sociale. Démasquer des fraudeurs, c'est son travail quotidien. Pour ce dossier, elle a mené l'enquête pendant 18 mois. Ce qui lui a mis la puce à l'oreille, c'est une série de chiffres hallucinants. Elle découvre qu'un cabinet de 3 kinésithérapeutes toulousains facture des journées de travail totalement irréalisables. Jusqu'à 32 heures de soins par jour, une liste entière de journées folles où les kinés déclarent soigner plus de 100 patients à eux 3, et y compris les jours de Noël et de la Saint-Sylvestre. Ils ont une clientèle qui est très âgée, qui s'avère être dans 9 maisons de retraite. Donc comme les maisons sont éparpillées dans le département, vous allez voir que c'est pas possible. Mettons, je prends la journée type du premier kiné. Il est à Toulouse. Puis ensuite, il s'en va ici. Ensuite, voilà. Puis il revient là. Et enfin, vous allez voir, il va au-delà
de Saint-Gaudens. Soit un circuit de près de 300 km pour une seule journée. Et à ces heures de voiture, il faut ajouter les longues heures de soins facturées à la Sécu. Un rythme intenable, mais ce n'est pas tout. Avec les pions bleus et verts, Janine nous montre le circuit des 2 autres kinés du cabinet, le même jour. Si on visualise de cette façon, on se rend compte que les 3 kinés, tous les jours, font exactement le même circuit dans un sens ou dans l'autre. Ils se rendent dans chacune des maisons de retraite pour voir, certains en voient 10 ou 12, un autre ne voit qu'une personne, ce qui n'est pas normal. Pourquoi le premier qui est allé, qui a vu 12 personnes, pourquoi il n'a pas fait la 13e, mettons ? Donc, quelque part, pour moi, c'est une fausse facturation. Il y a là certainement même des actes qui n'ont pas été réalisés, certainement des actes fictifs. Bon, tout ça, ça reste à prouver. Janine va donc se mettre sur la piste de ces 3 hommes qui possèdent un cabinet tout à fait officiel dans le centre-ville de Toulouse. 3 hommes qu'elle soupçonne d'avoir pendant des années facturé des soins qu'ils n'ont jamais donnés. 3 hommes qui auraient gagné chacun 8 000 € par mois sur le dos de la Sécu. Une autre femme va elle aussi se mettre sur l'enquête. Marie-Laure Gaillemin est médecin, elle travaille pour la sécurité sociale. C'est elle qui va se charger de l'aspect médical du dossier. Depuis plus d'1 an, tous les documents médicaux concernant les patients des kinés lui sont systématiquement remis. Munie de ces dossiers, pour chaque cas douteux, elle est allée sur place examiner les patients. Le résultat de son travail, c'est cette masse de dossiers, toute une série d'anomalies. Par exemple, pour ce premier cas. La prescription indiquait rééducation pour impotence fonctionnelle, c'est-à-dire que le sujet a des difficultés à la marche. Mais sur place, Marie-Laure découvre que cette personne est grabataire et ne quitte plus son lit. Elle demande l'avis d'un expert médical. Cet expert me répond, patiente dans un fauteuil roulant ne pouvant se verticaliser, c'est-à-dire se mettre debout, coopération très limitée. Donc on peut se demander comment cette personne a pu faire 140 séances pendant l'année de marche, quoi, tout simplement, puisqu'elle n'est même pas capable de se mettre debout. Et des exemples de ce genre, le carton de Marie-Laure en est plein. Le deuxième cas est encore plus pathétique. Là aussi, le kiné indique qu'il aide la personne à marcher. Or, il se trouve que cette malade est complètement paralysée et que de plus, dès qu'on la touche, elle souffre. C'est-à-dire que les soins du kiné n'auraient fait que l'aggraver et la faire souffrir. Moi, je l'ai trouvée en position fétale, c'est-à-dire en position de rétraction totale. C'est comme ces personnes qui attendent la mort, en fait. C'est un peu ça. D'ailleurs, elle est morte peu après. J'en conclus que les kinésithérapeutes ne voient pas les malades, qu'ils me remplissent ces bilans sans les avoir vus et sans les avoir suivis, et que les médecins font de même. Des patients qui n'ont sans doute pas été choisis au hasard. Leur état ne leur permet pas de répondre aux questions de Marie-Laure. C'est une majorité de patients, soit avec des maladies psychiatriques lourdes, soit débiles de naissance, et toujours sous tutelle. Sous tutelle, c'est-à-dire qu'un tuteur légal gère à leur place leurs papiers et leur argent. C'est ce que fait Jacques Pochon. Il est retraité, c'est bénévolement qu'il protège les intérêts de patients des kinés toulousains. Et c'est à ce titre qu'il est convoqué à la sécurité sociale. C'est Janine, l'inspecteur, qui le reçoit. Il va découvrir que ses protégés reçoivent continuellement des soins de kiné. Vous allez voir, là, c'est le matricule de votre protégé. Oui. Donc, vous avez là la date des soins. Mai, juin, juillet, août, septembre. Donc, vous voyez. C'est horrible, ça. Voilà la facturation. Et comment se fait-il qu'il a autant de séances? Ce sont des séances d'aide à la marche. Est-ce que ce monsieur ne peut pas marcher? Ou est-ce qu'il est valide? Moi, à mon avis, il me semble tout à fait valide et il m'a répondu une fois, marcher, je marche tout seul, j'ai besoin de personne. Le tuteur va aller de surprise en surprise. Je voudrais également vous montrer une feuille de soins parmi tant d'autres, d'un kiné, pour vous demander si c'est vous qui avez signé là. Donc voilà. Absolument pas. Ils ont fait signer le protégé. Comment ça se fait qu'il le ferait signer à lui alors que normalement c'est vous qui êtes le tuteur? Parce qu'ils se contentent de cela. À mon avis, la signature, elle n'est pas tellement tremblotante. Janine ne peut pas croire qu'un handicapé mental ait pu signer ses feuilles. Ils vont le faire comme ça, ils ne vont pas viser spécialement le carré. Si le tuteur ne s'est aperçu de rien, c'est parce que la Sécu paye directement les kinés.
L'inspecteur chiffre les soins de kiné facturés pendant 1 an pour une seule personne. Ça veut dire que sur une personne, il a facturé 1 464 € dans l'année. Voilà. Jacques Pochon est scandalisé par ce qu'il vient d'apprendre. Il veut une explication. Il nous conduit dans le Comminges, une région située à une centaine de kilomètres au sud de Toulouse, tout près des Pyrénées. C'est ici que vivent les personnes dont il est le tuteur. Nous arrivons à la maison de retraite. Pour ne pas éveiller la méfiance du personnel, nous sommes équipés d'une caméra cachée. Ah bonjour. Bonjour madame. Ça va? Voilà, le protégé de Jacques Pochon, c'est cet homme. Le tuteur cherche à savoir si le kiné lui a fait signer les feuilles de soins. Mais il n'a certainement pas fait signer. D'ailleurs, je suis sûre que Linda ne s'est même pas signé. Ben, bien entendu. J'ai jamais essayé de le faire signer, mais je suis sûre que si on lui demande, il n'est même pas capable de faire ce qui peut ressembler à une signature. Cette femme confirme que le pensionnaire n'est pas capable de signer. Le tuteur va alors essayer de faire parler son protégé. Ça va, toi? Oui. Ah, c'est bien. T'es bien, là? Oui. Ça fait pas mal? Non. Ah, on va essayer de l'autre, alors. Il y a un monsieur qui vient t'aider pour la marche, des fois? Il te rappelle? Hein? Il se rappelle pas, ouais. Bien, on va essayer en marchant pour voir si ça va. Il faut dire si ça fait mal ou si ça fait pas mal, hein? C'est bien? Oui. Ah, je suis bien content. Jacques Pochon n'en saura pas plus. Une chose est sûre, cet homme est incapable de dire s'il a vu le kiné. Jacques Pochon va nous amener voir son autre protégé dans une deuxième maison de retraite qui se trouve à 10 km de là. Nous entrons toujours équipés d'une caméra dissimulée. La personne qui est placée sous la tutelle de Jacques Pochon, c'est cette femme prostrée. Elle dort en ce moment. Elle se lève pas comme ça. Elle est aveugle de naissance, elle n'a jamais parlé et jamais marché. C'est difficile, non, elle est toujours dans cet état. Ça va? Vous m'entendez? Non, c'est toujours comme ça, je la trouve. Ça va bien, aujourd'hui? À nouveau, le tuteur va tenter de faire parler le personnel. Elle est bien en ce moment? Elle mange pas trop. C'est dur. On lui fait encore des massages en ce moment, pas dans l'immédiat? Non, pas dans l'immédiat, non. Elle en a eu quand même pas mal déjà. Oui, elle en avait eu, oui. Ça remonte à longtemps? Je sais pas, je peux pas vous dire. Oui. Évidemment, ce n'est pas non plus cette femme qui pourra raconter ce qui s'est passé. Pour elle, la Sécu a remboursé des soins de façon ininterrompue plusieurs fois par semaine pendant au moins 2 ans. Son tuteur n'a jamais vu une feuille de soins. Là encore, il va demander des comptes à la direction. Vous les voyez, les kinés? Oui, les kinés. Et qui signait la feuille de soins de Mademoiselle dans ce cas-là? C'est toi ce qui les signait. Hein? C'est toi ce qui les signait. Comment Nous, on les signe pas non plus, hein. Ah, je les exige. Il faudra le dire au kiné quand il y a une prestation. Comme une signature doit être faite, en tant que gérant du tutelle, c'est à moi de le signer. Il y a 80 pensionnaires dans cet établissement. En plus de leur état mental et physique, ce sont des personnes seules, sans famille ou parfois même abandonnées. Et ce sont ces personnes si faibles, si isolées qui sont les patients des kinés. Ici, comme dans les 8 autres maisons de retraite. Nous avons retrouvé l'épouse d'un de ces malades. Par crainte de représailles contre son mari, elle n'a pas voulu être filmée, mais nous a confié son désarroi. J'ai un mari, il ne se rend même pas compte quand je suis là-devant. C'est pas une personne où on te dirait, il est venu le kiné ce matin. Il ne pourra pas vous le dire. On n'est pas là du matin au soir pour voir. Je crois qu'il y a des gens qui vivent beaucoup trop sur les maladies des personnes âgées comme ça. Âgées ou pas âgées, mais qui ont ces maladies comme ça. Du moment qu'il n'y a pas la parole pour se plaindre. Les malades comme ça, c'est des bons numéros de banque. Retour à la sécurité sociale. Janine Pellata, l'inspectrice qui a dévoilé l'affaire, a trouvé des preuves irréfutables. Maintenant, elle en est sûre, la Sécu a remboursé à tort. Ainsi, quand les pensionnaires sont hospitalisés, les kinés continuent quand même à facturer. Vous avez ici la facture d'une clinique. Vous avez la date d'entrée, 12 février, sortie 16 février. Ici, c'est la facturation du cabinet de kinésithérapeute. Donc vous voyez 13 février, vous avez le 14 février qui ont été facturés. Bon, ça c'est un... Vous allez me dire, ça fait que 2 séances.
Mais 2 séances répétées sur X dossiers, pour moi, c'est la preuve qu'ils ne vont pas dans l'établissement. Plus fort encore, les kinés font même marcher les morts. Vous avez ici la date du décès qui est le 19 août 2002. Si on compte, vous avez eu 1, 2, 3, 4 séances qui ont été facturées postérieurement à la date de décès. Et pour être sûre qu'il n'y a pas d'erreur de date, Janine s'est même procuré une copie de l'acte de décès. Elle ne laisse rien au hasard. Janine s'est rendue dans toutes les maisons de retraite. Elle a recueilli les déclarations de l'ensemble du personnel et la nouvelle aberration. Si les directrices des maisons de retraite déclarent voir les kinés régulièrement, bizarrement les infirmières, elles, ne semblent pas les connaître. Pour en avoir le cœur net, nous avons essayé de rencontrer du personnel soignant. Nous sommes dans une des 9 maisons de retraite concernées. Celle-ci est située à une 40aine de kilomètres de Toulouse. Nous demandons aux soignants comment se déroulent les soins de kiné. On a des kinés extérieurs qui viennent et elles ont des jours fixes aussi. Et des heures fixes, ça c'est sûr. C'est plutôt le matin, plutôt... Alors selon certaines kinés, il y en a c'est que le midi. C'est des femmes? Ouais, c'est que des femmes la plupart. D'accord. Elles ont que des femmes. Je réfléchis. Parce que Toulouse, on ne fait pas appel à eux, donc c'est que des femmes. Que des femmes et aucune mention des kinés toulousains. Pourtant, ces 3 hommes facturent ici des soins plusieurs fois par semaine et sur une vingtaine de patients. Nous avons pu rencontrer d'autres soignants. L'une d'elles nous a permis d'enregistrer son témoignage. Elle travaille à temps plein et depuis longtemps dans une des maisons de retraite. Je voyais un kiné venir 1 fois par semaine, nous dire bonjour, discuter un peu et repartir. Je ne le voyais pas travailler. Il buvait le café. Vous avez vu les 2 autres kinés toulousains? J'en ai aperçu une fois, un blond, et un autre, peut-être 2 fois. Il est petit, il est brun et il porte tout le temps des lunettes de soleil, même à l'intérieur. Mais je ne savais pas, moi, qu'il facturait des soins. Cette femme ne l'a appris que lorsque la Sécu a commencé son contrôle. J'ai été trouver la directrice. J'ai posé la question, pourquoi on faisait intervenir les kinés de Toulouse? Et l'on m'a répondu qu'ils intervenaient depuis 20 ans et que c'était comme ça et qu'on les gardait. Recevoir tout cet argent sur le dos de pauvres résidents pour des soins qui ne sont pas faits, c'est honteux. Pourquoi dans ces 9 établissements fait-on appel à des kinés qui apparemment ne viennent presque jamais? Y a-t-il un lien entre ces 9 maisons de retraite? Nous nous rendons au tribunal de commerce de Toulouse pour savoir à qui elles appartiennent. À la lecture des documents, nous découvrons 2 choses. Une même famille est actionnaire dans les 9 établissements et l'un des kinés a des parts importantes dans 2 des maisons de retraite. Étrange coïncidence. Ces kinés, nous avons cherché à savoir qui ils sont. Cela fait 20 ans qu'ils sont associés. Leur cabinet est situé dans l'une des plus belles rues du centre-ville de Toulouse. Une plaque, mais curieusement, aucune indication sur les sonnettes. Par chance, un habitant de l'immeuble nous ouvre la porte et nous donne quelques indications. D'accord. Effectivement, c'est indiqué, mais comment croire qu'il s'agit de l'accès à un cabinet de kiné? Au bout du couloir de béton, de la fiente de pigeons en quantité. Même la porte du cabinet est maculée. Comment imaginer que des patients puissent fréquenter ce lieu? Pas de sonnette et personne ne répond. Le voisin nous conseille de faire le tour du pâté de maison. Là, vous arrivez au bout du trottoir, vous prenez à droite. D'accord. Vous allez voir, il y a marqué maison de retraite. Là, vous rentrez dedans et vous demandez là, les kinés. Nouvelle coïncidence, on cherche le cabinet privé des kinés et on nous envoie dans une maison de retraite. Il suffit de tourner au coin de la rue pour la trouver. Nous demandons à voir les kinés. Là, c'est une maison de retraite ici, vous n'avez pas accès au niveau de retraite. Nous, à local chez nous. Après, ils ont un billet. Là-bas, d'accord. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Cette maison de retraite, nous y reviendrons à plusieurs reprises sous le prétexte de placer un parent. Notre but, c'est de rencontrer les kinés. Ça ne devrait pas être compliqué puisque les 3 kinés facturent ici des soins tous les jours et sur de nombreux patients. Pourtant, nous ne les rencontrerons jamais, malgré 3 tentatives et à des créneaux horaires différents. La seule chose que nous arriverons à voir, c'est leur salle de travail. La pièce est déserte. On découvre des haltères d'une 20aine de kilos. Ce ne sont sans doute pas les pensionnaires de la maison de retraite qui peuvent les soulever.
Sur le bureau, un agenda avec 4 rendez-vous notés pour toute la semaine. Impossible de surprendre les kinés en plein travail, nous allons donc essayer de les contacter par téléphone. C'est une secrétaire médicale qui répond. Oui, cabinet médical, bonjour. Oui, bonjour. J'appelle pour prendre un rendez-vous de kinésithérapie. Oui, avec monsieur... Ah oui, d'accord, monsieur de... donc. Hein. Un des trois, oui. Un des trois, voilà, il va vous rappeler. Ils sont 3 kinés dans le cabinet, mais la secrétaire ne propose qu'un seul nom. Et à chacun de nos appels, on nous propose toujours le même kiné. Rendez-vous avec un kiné, s'il vous plaît. Ah, voilà, alors je vais le noter, il va vous rappeler directement pour le rendez-vous, hein. Alors, donc, monsieur vous rappelle directement, hein. Est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous avec monsieur plutôt? Alors, rendez-vous kiné, ben voilà, vous lui demanderez. Pourquoi vous pouvez pas me le donner, vous? Non, ce sont eux qui donnent les rendez-vous directs. Ok. Un seul des 3 kinés rappelle les patients. Serait-il le seul à travailler? En tout cas, c'est avec lui que nous parvenons à obtenir un rendez-vous. Nous y allons munis d'une caméra cachée. Nous tentons d'éviter les fientes de pigeons. Et là, première surprise. Le cabinet des kinés et la salle de kinésithérapie de la maison de retraite ne sont qu'une seule et même pièce. Cette salle servirait donc à la clientèle privée des 3 kinés et aux pensionnaires de la maison de retraite. Pourtant, il n'y a ni salle d'attente, ni rideau de séparation, et il n'y a qu'une seule table de massage. Quant à l'agenda, il est toujours aussi vide. Vous avez de la place, hein? Ah oui, j'ai de la place, vous me dites. C'est incroyable. Non, mais je marque pas tout. Hein. Vous marquez pas? Non, je marque pas tout parce que par exemple, les gens que je fais en maison de retraite, je les marque pas parce que si je les marque, alors là, je passerai mon temps. Déjà que j'en fais, je trouve des papiers. Mais absolument, je passe au moins 1h30 par jour à faire des papiers. Mais c'est quoi comme papier en fait? Les demandes d'entente préalable, les feuilles de soins, enfin bon, voilà. C'est sûr qu'il faut remplir pas mal de papiers pour être remboursé, même pour des soins que l'on ne fait pas. À la sécurité sociale, l'enquête prend une nouvelle dimension. Après les kinés, la caisse primaire s'attaque aux médecins. Car si les kinés facturent des séances, il a d'abord fallu des médecins pour les prescrire. Le docteur Gaillemin a remarqué que dans ces maisons de retraite, ce ne sont pas les médecins traitants des patients qui ont prescrit toutes ces séances de kiné, mais d'autres médecins. Elle convoque donc les médecins traitants pour essayer de comprendre. D'abord, je vais vous montrer la liste de ces patients pour que nous soyons bien d'accord. Est-ce que ce sont vos patients? Est-ce que vous en êtes vraiment le médecin traitant? Oui, tout à fait. Bon. Saviez-vous que vos malades avaient eu des soins de kinésithérapie facturés sur toute l'année à raison de 3 fois par semaine et que c'était un autre médecin qui les prescrivait? Le saviez-vous? Non. Pour ce médecin, ces soins ne sont pas justifiés. Ces malades, enfin, les gens dont vous me donnez les noms là, n'avaient pas besoin de soins de kinésithérapie. Il y en a au moins 4 dans la liste là qui n'ont jamais marché. Entretien à la marche de quoi? Mais jamais, jamais, jamais j'ai pensé que des confrères pouvaient faire ça. Jamais, 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 jamais. Ça ne m'a pas traversé l'esprit. En recevant un deuxième médecin, Marie-Laure va mettre le doigt sur une pièce maîtresse du dossier. Bonjour. Elle découvre que les directions des maisons de retraite seraient impliquées dans cette affaire. Il arrive, oui, je dirais 1 fois par mois, par exemple, qu'on nous propose, de la part de la direction, une petite liste, et on me dit, est-ce que vous pourriez éventuellement prescrire pour les kinés toulousains? Mais bon, si je juge et si j'estime qu'il y a personne sur la liste ne justifie de soins de kiné, mais je prescris pas, c'est tout, c'est pas compliqué. Hein. Ce médecin a souvent dit non, d'autres ont dit oui à sa place. Qui sont ces médecins à la signature si facile? Marie-Laure n'a pas tardé à les identifier. Un cabinet de 3 médecins retient particulièrement son attention. Elle a examiné à la loupe leurs ordonnances, elle connaît bien leur écriture, mais quand ils prescrivent pour les kinés toulousains, problème. Voici 3 prescriptions qui correspondent à chacun des 3 médecins du cabinet en question. Et vous remarquez quelque chose qui est assez évident, même si on n'est pas graphologue, c'est la même écriture. Et c'est l'écriture d'aucun médecin, justement. Tout le problème est donc maintenant de savoir qui est réellement celui qui a écrit ces prescriptions et aussi celui qui les a signées. La sécurité sociale va alors faire appel à une graphologue, c'est elle qui va livrer la clé de l'énigme. Elle a analysé 50 prescriptions suspectes, elle estime qu'aucune n'a été écrite par les médecins.
J'ai retrouvé des similitudes très significatives avec l'écriture de 2 des kinésithérapeutes. C'est eux qui ont écrit 43 ordonnances. La graphologue s'est aussi penchée sur les signatures. Il y a certaines signatures qui sont des faux manifestes et d'autres. On peut aussi émettre l'hypothèse d'ordonnances signées en blanc et remplies ensuite par le kinésithérapeute. Si les kinés ont signé eux-mêmes des ordonnances, il s'agit d'un exercice illégal de la médecine et les médecins qui les ont laissés faire sont complices. L'affaire est grave. Ce matin-là, Gilbert Taillefer, directeur de la Sécurité sociale, et Jacques Besse, médecin conseil chef, vont informer officiellement les kinés et les médecins de tout ce qu'ils leur reprochent. Actes fictifs, double facturation, exercice illégal de la médecine pour les kinés, entente secrète et complicité pour les médecins prescripteurs. Ces 2 hommes attendent des justifications. Je leur demanderai un certain nombre d'explications à partir de faits. Je leur demanderai de m'expliquer comment ils arrivent à faire des journées de 119 personnes, comment ils arrivent à travailler 34 heures par jour. J'ai des éléments qui sont des faits patents, et à ce moment-là, je leur demanderai des explications. Les kinés n'ont pas jugé nécessaire de se justifier, seuls les médecins ont accepté de venir s'expliquer. Ils ont été reçus les uns après les autres, leurs confessions sont ahurissantes. Des médecins vont reconnaître avoir signé des prescriptions sans avoir jamais vu les malades. Mais tous expliqueront s'être pliés à la règle établie dans ces maisons de retraite. Pourquoi ont-ils accepté? Qu'ont-ils obtenu en échange? À ces questions, la Sécu n'obtiendra pas de réponse. La seule certitude pour l'équipe, c'est qu'on est bien loin d'une pratique médicale normale. Ce qui est terrible, c'est ça, dans ce dossier, c'est que le malade n'existe pas. Quand on a vu le premier médecin, il nous a certifié qu'il avait vu tel patient le samedi, qu'il lui avait marqué de l'oxygénothérapie. En urgence? En urgence. Ce médecin nous avait donné des nouvelles très fraîches de son patient, qu'il avait soi-disant vu samedi. Et on l'a laissé parler, et après je lui ai annoncé qu'il était mort depuis 2 ans et que je trouvais ça un petit peu curieux. Mais il a regardé dans ses fiches, puis il a dit « Ah oui, il est mort depuis 2 ans ». Il a dit si vous croyez me déstabiliser avec une chose comme ça, et puis il a continué, ça a été tout. Comme le médecin qui a fait la rééducation sur un membre fantôme, sur un amputé. Voilà. La Sécurité sociale va déposer 2 plaintes. La première devant le Conseil de l'ordre des médecins, la deuxième devant la justice. C'est une plainte contre X. Alors, la plainte est déposée contre X parce que dans cette affaire, nous avons identifié 3 kinésithérapeutes, on a identifié plusieurs médecins, mais on pense qu'il y a aussi vraisemblablement une responsabilité de la part des dirigeants des maisons de retraite concernées. Donc ça sera à la justice de faire le tri, de trier le bon grain livré là-dedans, et de dire qui est réellement responsable. Dans sa plainte, la Sécu estime que 87% de l'activité des kinés est fictive. Le préjudice est évalué à plus de 200 000 € pour les 18 derniers mois. Mais l'arnaque durerait depuis 20 ans. Les mois passent. Malgré les plaintes déposées par la caisse primaire, les médecins prescrivent toujours, les kinés facturent et la Sécu est bien forcée de rembourser. La donne ne va changer que lorsque les gendarmes seront saisis par la justice. Ils convoquent les 3 médecins qui ont prescrit à tort et à travers des séances de kiné. Ils arrivent à la gendarmerie les uns après les autres. Le premier ressort après 3 heures de garde à vue. Vous avez l'impression que ça se corse un petit peu? J'ai aucune impression. Aucune impression? Non, du tout. Vous sortez de manière un petit peu inquiète. L'interrogatoire du deuxième durera aussi 3 heures. Le dernier médecin convoqué est un élu local. Ses confrères l'ont averti de notre présence, il se méfie. À bord de son véhicule, il va repasser plusieurs fois pour s'assurer que la voie est libre. N'ayant pas décelé notre présence, il se décide à s'arrêter. Nous l'interrogeons à sa sortie. Pourquoi, dans le Comminges, on prescrit pour des kinés dont le cabinet est à 100 km de là? Vous n'avez qu'à demander C'est vous qui faites les prescriptions, oui, mais qui les signez. Vous n'avez qu'à demander aux directions de la maison. C'est pas moi qui choisis l'intervenant extérieur. Tous les médecins qui travaillent dans ces maisons de retraite n'ont pas accepté de prescrire pour ces kinés. On ne pourra m'accuser que de négligence
dans une surcroît d'activité professionnelle et je pense pas qu'on puisse m'accuser d'autre chose parce que je suis blanc, comme la neige. L'homme repart, mais nous insistons. Une dernière question. On est tous des hommes, mais moi je n'ai tiré aucun profit de ce qui a pu se passer, du moins ce dont vous parlez. Et maintenant, vous allez veiller à ce que vos prescriptions ne reviennent plus à ces kinés-là ou Maintenant, vous comprenez que ça ne fait pas très plaisir d'être entendu. Maintenant, je vais faire en sorte d'abord de rédiger toutes mes prescriptions, de les signer et de les octroyer avec parcimonie à ceux qui me causeront le moins d'ennui. D'accord. Merci. Vous avez bien entendu cet aveu, le médecin laisse clairement entendre qu'il n'a pas rédigé et signé toutes ses prescriptions. Depuis ses gardes à vue, plus aucune prescription n'a été donnée aux kinés toulousains dans cette partie du département. Et ils n'ont plus mis les pieds dans les 4 maisons de retraite de la région. 15 jours après les médecins, c'est au tour des kinés d'être convoqués à la gendarmerie. Il est 7h du matin, le premier est en avance. Il fait les 100 pas sur le trottoir désert. À peine entré, il est placé en garde à vue. 2 gendarmes sont chargés des interrogatoires. Après 3 heures d'audition, le kiné est emmené en cellule. Il est 10h, le deuxième kiné arrive. La procédure est strictement la même. Les heures passent, les 2 kinés font des allers-retours entre la cellule et la salle d'interrogatoire, sans jamais se croiser. À 17h, le 3e kiné arrive à son tour. C'est lui qui est actionnaire dans 2 des maisons de retraite. Il est aussi ami depuis 20 ans avec un des médecins prescripteurs. 19h30, la nuit tombe, les gendarmes ont encore une longue liste de questions. Ils évaluent le préjudice pour 3 ans à 656 000 €. Seules les 3 dernières années seront prises en compte, car pour les précédentes, il y a prescription. Il est bientôt minuit. Les gendarmes annoncent aux kinés qu'ils vont dormir en cellule. Les gardes à vue sont prolongés. Les 3 hommes sont conduits dans différentes brigades de gendarmerie pour la nuit. L'interrogatoire va reprendre à 9h le lendemain matin. Les 3 kinés seront relâchés dans l'après-midi. L'un d'eux a accepté de nous répondre. Est-ce que vous avez reconnu avoir escroqué la sécurité sociale ? Je n'ai pas escroqué la sécurité sociale. Maintenant, dans toutes les maisons de retraite, tout le monde dit que vous ne veniez pas, que vous ne travailliez pas, que c'était des ordonnances de complaisance. C'était une cabale qui a été faite. Même les médecins le disent. Non, c'est simplement des médecins de Saint-Gaudens. Ils ne le disent pas, on le leur fait dire et c'est faux. Mais comment vous expliquez qu'il y a eu des facturations sur des personnes décédées ? C'est une erreur d'informatique parce que quand l'informatique part, la personne n'est pas encore décédée ou alors le patient a pu mettre que la personne était morte tel jour et la facturation s'est faite le même jour. Et ça s'est produit que sur 2 personnes, il y avait une séance chaque fois. C'est à mon avis une forme de vengeance et encore essayer de nous salir auprès des professionnels et auprès de nos confrères pour nous faire perdre toute notre clientèle. Jusqu'à leur procès en janvier, les 3 kinésithérapeutes sont présumés innocents. Ils comparaîtront pour escroquerie devant le tribunal correctionnel de Toulouse. Ils risquent 5 ans de prison, 750 000 € d'amende et en prime un redressement fiscal. Car les 3 kinés seraient allés au bout de leur logique, ils auraient même déduit de leurs impôts des frais de déplacement professionnel. Ces milliers de kilomètres soi-disant parcourus entre les maisons de retraite. Cet homme qui marche d'un pas décidé, c'est Patrick Mézeray. Il est inspecteur à l'URSSAF de Montpellier. Lui cherche à récupérer l'argent qui n'entre pas dans les caisses de la sécurité sociale, c'est-à-dire l'argent du travail au noir. Il est midi, il va inspecter un restaurant en bord de mer. Patrick Mézeray, inspecteur à l'URSSAF à Montpellier. Oui, bonjour monsieur, nous venons procéder à l'audition de vos salariés. Merci. Pardon. Vous êtes qui, madame? Moi, je suis une amie. Vous êtes? Je suis une amie, j'arrive là. Ah, et qu'est-ce que vous faites dans la cuisine, là, madame? Je regardais ce qu'il y avait à boire. D'accord. Mais attendez, vous partez pas, hein, madame, quand même. Je pars pas. J'aurais quelques petites questions. Non, je pars pas, moi.
Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne, dans votre cuisine? Elle va démarrer aujourd'hui. Elle va démarrer aujourd'hui. Voilà. L'approche, c'est qu'elle regarde ce qu'il y a dans les frigos pour savoir. Oui. Oui, votre emploi du temps. Là, à partir du 1er juillet, il y a une personne supplémentaire et... Non mais attendez monsieur, oui. Moi je lis, hein, Oui, lundi, d'accord. mardi, mercredi, Oui, dimanche. mais bon, Madame, il y a madame, elle est là. Oui, Alors, madame me dit qu'elle ne travaille pas, or elle est sur le planning, et vous dites qu'elle commence aujourd'hui, donc il y a quand même, vous comprenez, vous l'interprétez comme vous voulez. Je n'interprète rien, monsieur. Voilà, Moi, vous le constatez. Je constate qu'elle est sur le planning. Voilà. Madame, vous êtes une salariée, de toute façon, moi, Non, mais je vous ça, demande... je viens d'arriver. Mais c'est pas grave, comme vous voulez. Depuis quand travaillez-vous là? Je crois que c'est plus simple. Ce matin, monsieur. Bon. À partir du moment où vous êtes sur un lieu de travail, vous êtes considéré comme travailleur. Même si c'est pour apprendre le métier, même si c'est pour observer, vous êtes sur le travail. Votre employeur doit, pour votre protection, madame, vous déclarer. Pourquoi? Parce que s'il y a ici une flaque d'eau, que vous glissez et que vous vous faites mal, vous allez avoir un accident du travail. Et non pas un accident de la vie civile, comme si vous tombez dehors dans la rue. D'accord? Donc c'est de votre protection dont on parle, madame, c'est de votre intérêt. Quels seront vos horaires de travail? Vous n'avez aucune idée, un temps complet, un temps partiel? Vous n'avez absolument pas discuté avec votre employeur? Non, on n'a pas discuté en moi, c'est pour ça que je veux dire... Et la rémunération, vous en avez discuté avec votre employeur? Non, parce qu'on vous n'êtes pas intéressé. Je viens d'arriver, je me dis, on est... Madame, avant de commencer, il est d'usage, pour ne pas dire que c'est le cas faites tout le bien de temps, le dire, parce qu'il y a pas de de chance parler que je sais pas. d'abord des conditions de travail, c'est-à-dire l'horaire de travail, la rémunération, si c'est un contrat à durée déterminée, à durée indéterminée, c'est important pour les relations que vous allez avoir avec votre futur employeur. Il faut jouer sur l'effet de surprise. Patrick doit aller vite pour éviter les conciliabules. Une deuxième serveuse est sous le feu de ses questions. Depuis le 1er juin de cette année? Oui, de cette année. D'accord. Vos jours de repos, quels sont vos jours de repos? C'est le mercredi. D'accord. Alors, ok. Vous avez qu'un seul jour de repos par semaine? Ah oui, oui, on a un jour par semaine. Un jour par semaine. Bon, alors les autres jours, donc les lundis, quels sont vos horaires? Le matin, vous commencez à quelle heure? Vous faites le service du midi et le service du soir? Voilà, des fois non. Des fois non. On fait 8h30, 18h. Ça fait combien d'heures par semaine, ça? Vous vous rendez compte, ça fait 10 heures de travail? Oui, non, mais ça fait pas 10 heures. Ça, c'est un emploi du temps théorique. Comment vous allez faire à la fin du mois, expliquez-moi, pour savoir, vu que vous avez des horaires fluctuants, combien elle aura fait d'heures de travail pour établir le bulletin de salaire? Comment vous allez faire? On le sait, grosso modo. Vous le savez. Grosso modo, pensez bien. Le 31 Vous êtes juillet, en comptable. vous allez savoir ce que madame a fait le 1er juillet. Est-ce que vous pensez que moi, à la limite, si je ne le sais pas, vous pensez qu'elle ne le savent pas? C'est à vous à le faire, monsieur. D'accord, bah oui, C'est moi, pas je le elle, sais. c'est à Non, vous mais à le moi, je faire. le sais. Vous avez déjà eu votre premier bulletin de salaire? Vous avez signé votre contrat de travail? Non. Vous avez au moins 2 salariés ici pour lesquels vous n'avez pas signé de contrat de travail alors qu'ils travaillent depuis 1 mois. On est dans le no man's land, là. Est-ce que vous avez fait les déclarations de vos salariés auprès de l'URSSAF? Oui. Est-ce que je pourrais les voir? Ça, c'est ce qui a été faxé. Mais il n'a pas été enregistré, hein, s'il a été faxé. Vous n'avez même pas de compte employeur à l'URSSAF. On est en flagrant délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés. Il y a 2 solutions maintenant, d'accord? Où les choses se passent bien, et je le souhaite, d'accord? C'est-à-dire que vous allez me donner tous les éléments que je vous demande, parce qu'ils sont tous ici, d'accord? Ou alors ça se passe mal, je reviens avec un officier de police judiciaire et on fait une perquisition de fond en comble. Oui. Michel, le deuxième inspecteur, informe Patrick qu'il a surpris un autre employé du restaurant qui quittait la cuisine. Voilà. Alors mon collègue me parle de monsieur. Vous l'avez déclaré, ce monsieur? Non, il n'est pas déclaré. Il n'est pas déclaré. Donc là, vous avouez que vous n'avez pas déclaré cette personne. Oui, oui. Bonjour monsieur, je suis monsieur Mazeret de l'URSSAF. Vous n'avez pas encore été payé, monsieur. Vous n'avez aucune rémunération depuis que vous êtes ici. En espèces, rien du tout. Quelle devra être votre rémunération? Vous le savez? Vous n'avez pas parlé. Ça c'est pas quelque chose qui vous... Non. À la recherche du moindre document, Patrick se rend dans le bureau du restaurant. Oh, vous avez un cahier de recettes, là? Monsieur me dit qu'il n'y avait pas de cahier de recettes. Sur ce cahier, toutes les dépenses et les recettes depuis 3 mois. Pas la moindre trace du paiement d'un salaire. Les employés ont sans doute été payés en liquide. Vous avez le chiffre d'affaires total effectué au mois d'avril et au mois de mai, s'il vous plaît? 22 000 euros, c'est correct, 22 000 euros pour pas de salariés, Edith. Je transmettrai donc au procureur de la République un procès de travail dissimulé, qui a de fortes chances pour que vous soyez convoqué dans un tribunal correctionnel pour cette chose-là. Bon, je n'irai pas en prison, mais c'est l'amende qui fait. Il n'est pas impossible que vous ayez la prison avec sursis. Ouais. La condamnation, prison avec sursis et plusieurs milliers d'euros d'amende. Voilà. Allez, messieurs, dames,
Mais heureusement que tu as repéré le cuisinier qui n'était pas déclaré. Hein. Là, c'est moi qui suis en faute complètement. Donc vous avez l'impression d'avoir triché? Non, mais même pas. Enfin, je veux dire, c'est l'inconscience. L'amende n'est pas très dissuasif. Ce qui est dissuasif pour une personne comme ça, qui n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, un truand, bon, c'est la personne qui, comme dit par négligence, c'est surtout pour gagner de l'argent, hein, bon, pour se faire un peu plus d'argent, n'a pas fait ses déclarations, de se retrouver au tribunal correctionnel, passer devant monsieur le juge, et pour, même quand il assisté un avocat, je vous assurais qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit, monsieur Mazeret, ce que vous m'avez fait, mais je ne suis pas prêt de l'oublier. Allez, hop, on est reparti maintenant. Direction un atelier de réparation de kitesurf, c'est-à-dire des voiles de cerf-volant. Ici, la gérante est en faute car elle n'est pas identifiée au registre des métiers. Bonjour madame. Elle n'est déclarée que comme sculpteur. Vous pouvez avoir autant d'activités que vous souhaitez. Vous devez, si vous exercez une activité artisanale, vous immatriculer au répertoire des métiers. Il va falloir que vous payiez des cotisations à l'URSSAF en tant que travailleur indépendant. Si effectivement je dois être inscrite en plus de mon activité de sculpteur à l'URSSAF et payer les cotisations d'URSSAF, je ferme de suite, je m'en vais. Madame, vous fermez. Je suis désolé. Si votre activité, C'est ça la nouvelle société. Non mais là, elle est là, travail au noir. Non, non, vous c'est ne pas pas. travail au noir. Si, vous travaillez au noir, madame. Vous faites de la publicité apparemment. Le fait de faire de la publicité, madame, c'est un élément constitutif de la dissimulation d'activité. Je voudrais voir les recettes et les dépenses que vous avez engagées pour cette activité artisanale. Là encore, Patrick va éplucher les documents comptables. Ça, c'est une activité temps plein, ça, madame, avec ce chiffre d'affaires. Et je crois que vous devez y travailler plus dans votre atelier qu'à vos sculptures, hein, actuellement, non? Vous ne trouvez pas? Bien, maintenant, je vais aborder un autre problème, madame. Par rapport à votre concurrent, qui lui paie ses charges et voit sa clientèle disparaître parce que vous faites des prix inférieurs à lui, est-ce que vous pensez que c'est une concurrence loyale? Honnêtement, madame, répondez. Attendez, pourquoi je fais des prix inférieurs à lui? À côté, il paie ses charges, lui. Il les paie. Et vous ne les payez pas. Et la différence, elle est là. Et ça fait une concurrence déloyale. Je vois que vous avez été hospitalisé pendant des jours et des jours. Vous savez ce que ça a coûté. Ce sont d'autres personnes qui ont payé pour vous, madame. Tant mieux. Mais ce système, madame, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que moi, je voudrais qu'il perdure. Et je voudrais que mes enfants, et je voudrais que les enfants de mes enfants puissent en bénéficier eux aussi. Et pour ça, il faut que tout un chacun prenne conscience qu'on doit cotiser. Et je suis entièrement d'accord en plus avec vous. Et c'est dommage que vous n'ayez pas été d'accord avec nous avant notre visite. Allez, au revoir, madame. Un procès verbal de travail dissimulé sera également dressé contre cette femme. Cette fois, la visite s'est bien passée, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a eu des cotisants qui m'ont traité de tous les noms. Vous dites quoi, par exemple? La plupart du temps, qu'on est des bons en rien, qu'on est payé grassement par leur travail, qu'on ferait mieux d'aller embêter ceux qui trichent vraiment, parce que eux, ils trichent pas. Ils trichent pas beaucoup, c'est pas grave ce qu'ils font. Dans ce cas-là, vous savez, moi j'ai une réponse toute faite. Je dis, écoutez monsieur, si vous connaissez quelqu'un, si vous pouvez m'indiquer quelqu'un qui actuellement fait du travail dissimulé, vous me le dites et j'irai, il n'y a aucun problème. À l'autre bout de la France, quelque part en région parisienne, nous avons rencontré un homme qui ne vit que du travail au noir. Depuis qu'un contrôle fiscal l'a mis sur la paille, c'est sans aucun complexe qu'il contourne le système. Oui, là, c'est du travail au noir. De toute manière, on fait que ça, alors. On a envie de ça. Le noir, c'est... Il n'y a plus que ça de vrai maintenant, alors. Il y a de plus en plus de gens qui en cherchent, des mecs qui travaillent au noir. C'est du pas cher et ils aiment bien. Ils n'ont pas de TVA à payer. Alors, on en profite, hein. J'ai 2 employés, enfin 2 jeunes. Il y en a un qui est au RMI, et puis l'autre est au chômage. Ils touchent, mettons, je sais pas, 4 000 francs par mois de chômage, 4 000 plus 6 000 de paye. Eh bien, 10 000 balles, c'est du net. Puis ils sont bien contents, hein, ils cherchent que ça de manière. Et vous? Ah ben moi c'est pareil, je suis au RMI, je touche la CMU, tout ça, je suis demandeur d'emploi, mais comme à chaque fois je trouve toujours la solution, moi ça va pas, ça me plaît pas le boulot. Vous refusez les emplois qu'on vous propose? Ah oui, oui, oui. Faire chier pour gagner 8 000 balles par mois, c'est pas la peine. Hein. À 8 000 francs, je me bouge pas le cul, moi, à 8 000. Hein. Vous gagnez combien, du coup? 20, 22 000 balles, 25 000, ça dépend. C'est du net, hein, c'est
C'est dans la poche, hein. Quand t'as 25 000, c'est 25 000 à manger. Hein. Ouais, je vais le démonter de devant. La carrosserie, ce n'est pas sa seule activité. Gérard a aussi une petite entreprise de maçonnerie. Et au total, les bons mois, il touche autour de 6 000 €. Dessus, et puis voilà. Hein. Normalement, il y a le triangle là. Qu'est-ce qui se passerait si tout le monde faisait comme vous? Bah, tout le monde, il y aurait peut-être un peu plus d'heureux. Hein. Il y aurait peut-être moins de bordel comme on voit, là, des grèves, en veux-tu, en voilà. Mais vous êtes bien content de pouvoir aller chez le médecin et d'être soigné? Ah, c'est sûr, ouais, j'ai la CMU. Mais la CMU, elle existe parce qu'il y a des gens qui cotisent et qui travaillent pas au noir. Eh ouais, et moi, comment j'ai fait, moi, avant, je payais aussi, moi. Mais c'est comme la retraite, hein. J'ai donné des sous, et puis croyez-moi qu'ils m'en donneront rien. Hein. Oui, je gagne mes sous, là. Mais j'en chie pour les monter, ça. Ah, téléphone. Allô? Oui, bonjour. Attendez, là. Lundi matin, si vous voulez, je vous envoie la dépanneuse. Comme ça, je vous prends votre voiture. Je l'amène là, je fais le devis. Et je vous tiens au courant dans la journée. Je vous dis ce qu'il en est dans la journée. Moi, les clients, ils font comme ça en général. Je les envoie chez un concessionnaire. Ils vont faire un devis. Une fois qu'ils ont leur devis, ils viennent ici. Moi, je leur coupe en deux le devis. C'est-à-dire, le gars qui a pour 8 000 balles de réparation, bah, chez moi, il en a pour 4 000. Ça tourne bien, votre entreprise? Ah oui, je vous dis, on est 3 en tout. Hein. Et il y a du boulot pour 3. Hein. C'est de la concurrence déloyale, là, pour les garagistes de votre région. Ah, mais chacun voit midi à sa porte. Hein. Je veux dire, ils font ce qu'ils veulent, eux. Hein. Et puis le client va où c'est le moins cher. Hein. Les affaires marchent bien et Gérard s'offre régulièrement des petits plaisirs. Ça, c'est ma voiture, là. Bon, ça va pas longtemps, hein. Encore un mois et demi, et puis je la vends parce que je peux pas garder ce style de voiture, c'est pas possible. En étant RMI roulant Jaguar, je veux dire, ça passe mal. Ah, c'est de la bonne bagnole, hein. C'est classe, c'est souple, c'est bien. Non, l'argent que vous gagnez, vous le mettez dans les voitures. Voilà, les voitures, le plaisir, les hôtels, restaurants, enfin voilà, les bons petits week-ends où on s'éclate. Voilà, on vit bien. Très bien. Gérard vit pourtant dans une cité HLM, un simple 2 pièces quasiment sans meubles. Ben, j'ai l'appartement, je suis tout seul, j'ai loué l'appartement là. Les allocs m'en versent une bonne grosse partie. Je donne 60 € de ma poche. Dès que j'ai une facture de gaz un peu élevée, je vais voir l'assistante sociale qui s'arrange à me payer ça. Puis elle me donne des bons de nourriture pour que je donne à des amis qui en ont plus besoin que moi. Voilà. Et ce n'est pas tout. Gérard touche tous les mois 367 € de RMI. Et pour mettre sa femme à l'abri des saisies, il fait croire aux administrations qu'ils sont séparés. Je suis marié, j'ai des enfants, mais divorcé officiellement depuis un certain temps. Ma femme vit de son côté, elle paye son loyer. Elle fait tout dans les règles de l'art, sauf que moi, je fais tout le contraire. Je fais ma vie et on se voit tous les jours quand même, je veux dire. Au garage, c'est du travail au noir et les clients le savent. Mais dans le bâtiment, Gérard fait croire à ses clients qu'il est en règle. Il établit des devis, des factures avec la TVA. Pour taper ses documents, il fait appel à une secrétaire occasionnelle qu'il paye évidemment au noir. Nous le suivons chez elle, en caméra cachée. 2 heures à 25 €. Mettons un total hors taxe de la main-d'œuvre plus les agglos. Voilà. Hein TVA, 19,60. Voilà, et puis le TTC en bas. Voilà, ok. La secrétaire lui indique qu'il pourra récupérer son devis dans une demi-heure. Vous avez à la poste, là, comme ça, je vais aller toucher un peu le RMI, là, prendre les sous. Il ne faut pas les laisser traîner, hein. Ah bah tiens, j'ai pris mes sous, voilà, c'est du net, le dernier. C'est combien alors le RMI? 360 €. Allez, c'est reparti, on y va. Allez, on va récupérer le devis. Voilà. Bon, bah c'est bon. Allez, combien je dois? 5 €. Je vous remercie. Et puis, bah, bonne journée. Oui, bon week-end. Merci, vous aussi. Donc là, par exemple, sur cette facture, le montant de la TVA s'élève à combien? Eh ben, 411,21 €. Ça va aller directement dans votre poche? Oui, ça c'est pour moi, ça. C'est du net, ça. J'ai gagné ça, toi. Je mets mon tampon ici, en haut à gauche. Voilà. C'est bon. Avec un numéro de registre de commerce et tout ça? Ah oui, oui, avec mon RC, bien sûr. Ouais, j'ai mis un RC. C'est faux? C'est fou, bah oui, t'as pas mettre un vrai, hein. Les clients, comme ça, ils sont contents, ils voient un compte, ils voient un RC. C'est tout, hein. Moi, c'est du net. Voilà. Vous êtes fiers de vous? Ah ouais, content. On va pouvoir aller boire le champagne maintenant. Ceux qui trichent comme Gérard, c'est souvent par dénonciation que l'URSSAF peut leur mettre la main dessus.
À Montpellier, ce jour-là, dans la sacoche de Patrick Mézeray, une lettre de délation. Là, on a une dénonciation donc, concernant 4 coiffeurs sur le secteur. Hein. À vous de faire, c'est trop pour nous qui sommes honnêtes. Voilà. Ça veut dire, allez faire votre boulot, nous on est honnêtes, on paie les cotisations, allez contrôler ceux qui ne sont pas en situation régulière. Pour ce contrôle, l'inspecteur de l'URSSAF a demandé l'assistance de la police au cas où des personnes en situation irrégulière tenteraient de s'enfuir. La cible, c'est toute une série de petits salons de coiffure. Monsieur, bonjour. Monsieur Mézeray, inspecteur à l'URSSAF à Montpellier, c'est pour un contrôle du personnel. Dans ce salon de coiffure, tout est parfaitement en règle. Ok, c'est parfait, très bien. Vous avez des bulletins de salaire tous les mois? L'inspecteur ne relève aucune infraction, mais le patron vit ce contrôle comme une persécution. Ça fait 3 fois que vous me contrôlez, monsieur. Et à côté vous contrôlez personne qui les font travailler sans papier. Monsieur, et ils travaillent de 8h du matin jusqu'à 10h du soir. Ils sont là. Et là, vous dites rien du tout. Et là, moi, c'est 3 fois que je me fais contrôler consécutivement. Et pourtant, je suis le plus réglo dans le quartier. Vous pouvez demander tout le monde. Monsieur, je suis le plus réglo dans le quartier. C'est correct, monsieur, là? Ah, c'est bon, merci. Merci beaucoup. Bon. La nouvelle du contrôle a déjà fait le tour du quartier. Et au salon suivant... Putain, il est fermé. D'accord. Il y en a un, il est fermé. Ah, tout le monde est au courant, ça rappelle, c'est foutu. Pour essayer de surprendre les fraudeurs, inspecteurs et policiers vont faire semblant de quitter le quartier. Ils y reviennent au bout d'une demi-heure. Cette fois, la porte est ouverte. Il n'y a personne. Le tiroir caisse est ouvert. Le coiffeur a laissé son téléphone, tous les signes d'un départ précipité. Un salon de coiffure ouvert et à l'abandon. Notre présence a dû être repérée, c'est clair. On sait que dans cet établissement, il y a des problèmes, donc on fera certainement une nouvelle opération avec cet établissement-là comme objectif. 1 heure plus tard, nous revenons sur les lieux sans les inspecteurs et en caméra cachée. Le salon est toujours ouvert, mais il est plein et le patron du salon est serein. Et est-ce que ça vous inquiète qu'ils reviennent? Cette fois, les inspecteurs sont repartis bredouille. Mais l'an dernier, en France, la chasse aux fraudeurs a permis à l'URSSAF de récupérer 41 millions d'euros d'impayés. Nous sommes à Paris. Dans ce bureau proche de la Tour Eiffel, on traque le tricheur moderne, celui qui se sert d'Internet. Il est 21h, Pascal Brissy commence sa journée de travail. Sa cible, ce sont les pirates qui sévissent la nuit sur la toile. Ils pensent agir tranquillement, en toute impunité, sans être détectés, sans se faire remarquer. Il y a vraiment un sentiment de pas vu, pas pris, et de toute façon, tout le monde le fait. Si Pascal Brissy mène cette chasse, c'est qu'il est salarié du CEL, le syndicat des éditeurs de jeux vidéo. Aujourd'hui, ce syndicat part en guerre contre les copies. 30 millions de jeux sont vendus chaque année en France. Beaucoup d'autres sont piratés. La piraterie, c'est un vrai problème, puisqu'aujourd'hui, si vous voulez, sur 3 jeux qui sont dans les familles, un jeu est acheté dans une boutique, et puis 2 jeux sont piratés. Donc ça veut dire que 2 tiers du marché nous échappent. Il y a une vraie menace pour les emplois, parce que derrière chaque jeu, c'est 200, 300 emplois qui sont en jeu. Donc quand on pirate, on tue les emplois, on tue ces emplois de demain. Pascal Brissy n'a que l'embarras du choix. Forum de discussion, site d'enchères, les offres de pirates y apparaissent par liste entière. Contrefait. Il en cherche, contrefait. Dans cet océan de contrefaçon, Pascal rejette le menu fretin pour ne s'intéresser qu'aux gros poissons. Là, je viens d'en trouver une qui est pas mal. Je vends des jeux PC et PlayStation gravés, donc on vous précise d'entrée de jeu dans l'annonce que vous allez acheter de la contrefaçon. Alors lui, il doit être particulièrement inconscient parce qu'il met ses derniers clients et les derniers montants des commandes qu'il a pratiqués. Les quantités. En plus, il se paye le luxe de critiquer les jeux, de mettre des notations, faire des lots de jeux. C'est la première prise de la nuit. Il y en aura d'autres plus intéressantes encore. Là, on a un vendeur qui nous propose les dernières nouveautés au tarif de 2 €.
Pour le piéger, Pascal se fait passer pour un client lambda. Quelque part en France, le pirate est à l'affût du moindre client. On vient d'avoir la réponse de notre vendeur qui propose des jeux gravés, bien entendu, les tarifs, et on en a tout un paquet, plusieurs centaines visiblement, avec toutes les dernières nouveautés. Je lui réponds que je suis intéressé par quelques titres, et puis je vais tout simplement lui demander comment il veut que je procède. Très bonne pêche visiblement. Il vient de me donner son adresse comme prévu. Pour ce soir, je vais m'arrêter sur ce succès, et demain, on va initier cette procédure, on verra ce que ça donnera à l'arrivée, mais je peux vous assurer que ça sera positif. Au total, cette nuit-là, Pascal aura identifié une dizaine de pirates, une nuit tout à fait ordinaire. Pas de temps perdu. Dès le lendemain, Pascal tape son rapport d'agent assermenté, ce qu'il a constaté à valeur de preuve devant un tribunal. Mais pour interpeller le pirate, il doit passer le relais. Oui, bonjour, Pascal Brissy du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Est-ce que je pourrais parler au gendarme Prou Raphaël, s'il vous plaît? Oui, c'est moi-même, bonjour. Je suis donc... À l'autre bout du fil, un des 60 gendarmes français spécialisés dans les nouvelles technologies. Et donc j'ai identifié un pirate qui serait sur votre circonscription. Et il vous a proposé une gamme de combien de produits, là? Le listing comprend 282 jeux pour console PlayStation. Ah, quand même. Je vais vous transmettre... Le gendarme est intéressé, il va effectivement prendre en charge le dossier. Une semaine plus tard, les gendarmes passent à l'action. Le pirate est interpellé aux aurores à son domicile. Il ne le sait pas encore, mais sa garde à vue va durer 2 jours. Chez lui, les copies étaient si nombreuses qu'il a fallu faire venir un fourgon pour rapporter les scellés. Alors là, on a les fameuses sacoches qu'il a, il en a plusieurs comme ceci. Ça contient environ 200 CD, voire plus, 280. Des jeux pour des logiciels sur ordinateur, des jeux pour les PlayStation, les Xbox, un peu de musique également, des films piratés. On trouve 3 ou 4 PlayStation 2 et une console Xbox. Là, on a 361 CD a priori. Tout ce qui est plus intéressant pour nous, c'est tout ce qui est documents plutôt, nous indiquant ses moyens de livraison pour ses clients. Donc maintenant, c'est à lui de nous donner les explications. Nous l'appellerons Maxime. Le pirate, la trentaine, est un jeune père de famille qui vient de retrouver du travail. J'estimais la quantité détenue à mon domicile à 4000 CD-ROM et DVD-ROM, hein, ouais. Les deux mélangés. Ouais. C'est quand même pas mal. Donc le but, c'est quoi? D'avoir des films récents ou des jeux PS2 récents. Plus c'est récent, plus on en vend. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Pour résumer... Les heures passent, les 2 gendarmes se relaient. Maxime est interrogé sur chacun des scellés saisis chez lui. Qu'est-ce qui rapporte le plus? Les DVX ou les jeux? Les jeux. Vous tournez avec combien de clients? 150 peut-être. Et donc là, avec des choses sérieuses. Donc vous en tirez combien de tout ça, là, de votre commerce? 2000. 2000 par mois. 2000 francs, on parle, hein? Oui. Vous parlez en francs, là? Oui. 2000 francs, c'est l'échec. Oui, l'échec. Oui, donc il y a le liquide à côté. Oui. Vous nous avez bien dit que vous aviez 20 000 francs sur votre compte chèque, c'est ça? Oui. En 2000 francs, c'est votre bénéfice par mois? Oui. Net sans les... Ouais, ça fait environ 10 mois que vous faites ça, ça fait 20 000 francs. 20 000 francs, la somme fait sourire le gendarme. Ah ouais. Il n'est pas dupe. On voit bien par rapport au matériel que vous avez, aux saisies qui ont été faites quand même ce matin, que vous n'êtes pas le petit amateur. Donc les chiffres que vous nous sortez ne correspondent pas du tout à ce qui s'est passé ce matin à l'acquisition. Bon, mais je pense que là, vous êtes un peu perdu dans les comptes. Là, vous allez réfléchir un petit peu au Lix, en gros bleu pour monsieur. Vous enlevez les chaussures, les lunettes que vous me donnez? Oui. Il est minuit, Maxime est enfermé en cellule pour la nuit. Maxime a mal dormi. Au réveil, c'est donc les traits tirés qu'il doit poser pour la photo anthropométrique. Les gendarmes, eux, sont d'attaque. Ils reprennent l'audition là où ils l'avaient laissée. Vous avez touché combien alors? Depuis 1 an? Et si vous estimez à combien avoir fait par mois de bénéfices De bénéfices? Ouais. 2 ou 4 000.
Maxime cède du terrain. Après sa mauvaise nuit, il reconnaît des bénéfices 2 fois plus élevés que la veille. Entre 2 et 4 000, c'est les mauvais mois. Et les bons mois, comme les fêtes de fin d'année, ça pouvait monter jusqu'à combien? 400 000. Donc c'était quand même votre emploi principal et c'était votre source de revenus principale. Vous étiez quand même parfaitement au courant que ce que vous faisiez, Ah oui, c'est illégal. c'est illégal. D'accord. On en parle assez à la télé maintenant. C'est bon, il y en a plein qui font. Après 36 heures de garde à vue, l'interrogatoire est terminé. Tous les scellés ont été examinés, l'ordinateur désossé, puis remonté. C'est avec cette unité centrale qui faisait tout. Oui. Donc là, vous avez le DVD graveur, là, vous avez le lecteur DVD, et donc il gravait DVD et CD à partir de ces unités. Vous avez investi combien en matériel? Je pense 6 000 francs. Avec le graveur DVD-ROM, on va monter jusqu'à 7 000 8 000 francs, pas plus. Et ça lui permettait de gagner? Eh ben, en mois, il avait remboursé sa mise, si on compte bien. Car évidemment, les gendarmes estiment que les gains de Maxime sont supérieurs à ce qu'il avoue gagner. Le lendemain matin, nous le retrouvons au palais de justice. Le procureur a décidé de le remettre en liberté. C'est bon, je suis libre. Alors, les premières impressions? Là, j'ai pas allé en prison, c'est le principal. Logiquement, j'ai prison avec sursis et une forte amende. Logiquement, c'est-à-dire, il vous l'a dit? Oui, il l'a dit. Ouais. Mais c'est pas sûr et certain, mais je serai convoqué d'ici 2 ans. Et sinon, il a un papier, je suis sur contrôle judiciaire, donc dès que j'ai un courrier, il faut que j'aille. Et je vais voir un psychologue sinon. Maxime est mis en examen pour contrefaçon d'œuvres protégées. Il risque jusqu'à 3 ans de prison et 300 000 € d'amende. Moi, je suis un petit encore par rapport à d'autres que je connais. Ils ont 10 fois ce que j'ai. La maison est remplie. C'est l'entreprise. Maxime vit dans un 3 pièces avec sa femme et leur enfant. À peine rentré, il dresse l'état des lieux. Donc là, il y avait des CD audio. Là, tout là. Mon PC était là. Non, mais c'est des originaux. Les originaux, ils les prennent pas. J'avais tout rempli, mais normalement, il y en avait là, il y en avait là, il y en avait là. Mais ils n'ont pas dû tout prendre parce qu'il nous reste là. Dans cette boîte, des disques gravés en attente de livraison. Quoi, ça a une des DivX, non, des DivX. Et sous le bureau, encore un carton plein. Non, les vierges, je les laisse. Alors, je sais quoi, les vierges, j'ai pas le droit de graver, ils sont marrants, eux. J'en commandais tous les mois, en Angleterre. J'ai pas le droit de les vendre, donc... C'est une misère. Une douche et Maxime reprend du poil de la bête. Avec un brin de fierté, il nous raconte son quotidien de pirate. Le matin, dès que je me levais, hop, ordinateur, tout de suite. Je regardais s'il n'y avait pas des messages, qu'est-ce qu'il y avait comme nouveau film intéressant, et puis en fonction, je téléchargeais. La nuit, le jour? La nuit, je téléchargeais tout le temps. Mon ordinateur, il était allumé tout le temps. Il faut s'en regarder 50 par jour, 50 films par jour. Pour répondre aux commandes? Ouais. À Noël, j'avais trop de commandes, j'arrivais même plus à suivre les commandes. J'avais presque 10 enveloppes par jour à envoyer. J'achetais les enveloppes par lot. Par lot de, je sais combien, 500. Ça coûtait moins cher. C'est une vraie petite société, alors? Petite entreprise. À première vue, son business marchait bien. Pendant ses 48 heures de garde à vue, Maxime a reçu 5 lettres, ou plutôt 5 chèques. Ça, c'est combien? 15,50 €, 23,50 €. Des fois, j'ai beaucoup plus, c'est quoi? 6 €. Alors, vous n'allez pas les enquêter, ces chèques? Bah non, je vais déchirer. Donc, l'argent que vous gagnez, vous en avez fait quoi? J'ai dépensé en restaurant, en petites sorties, mais il n'y a rien de très grand. J'ai pas de Porsche, pas de BM, pas de bateau, pas de moto. À part la belle télé qu'on a, c'est tout. J'ai pas gagné des milliers et des cents. Des crêpes attendent Maxime à la cuisine. C'est son plat préféré, mais il va perdre l'appétit. Est-ce que vous avez une idée du montant de l'amende que vous allez payer? Moi, j'avais dit entre 50 000 et 100 000 francs. Le mois dernier, il y a eu 2 condamnations en France. Il y a une personne qui, pour 17 CD retrouvés chez lui, a eu 33 000 € d'amende. Il y en a un autre pour 1000 CD retrouvés chez lui, il a eu 102 000 € d'amende. Mais comment ils font pour payer les gens, pour payer ça? C'est impossible. C'est impossible de payer ça, c'est pareil. Ouais, je pensais pas, non. Je pensais pas que c'était autant. On verra dans le temps comment ça se passe. Toi, je peux rien faire d'autre maintenant. À part économiser, c'est tout, je peux rien faire.
Comme Maxime, des millions de Français piratent sur Internet. Musique, films, jeux vidéo, c'est devenu un sport national alors que c'est illégal. Mais sachez qu'il n'est pas nécessaire de vendre, il suffit simplement de télécharger pour être en infraction.